Construite entre 1958 et 1962 au coût de 80 millions de dollars, la place Ville-Marie était alors le premier édifice d'acier, d'aluminium et de verre au Canada. Un défi sans précédent pour l'ingénierie québécoise. La place Ville-Marie est effectivement la signature de Montréal. C'est un bâtiment majeur dans le contexte de la modernisation de Montréal et de sa transformation en véritable métropole à caractère international. Le 13 octobre 1956, devant plus d'une cinquantaine de journalistes et photographes, le maire Jean Drapeau, le promoteur immobilier William Zeckendorf et Donald Garden, président de la compagnie de chemin de fer du Canadien national, dévoilent enfin le plus imposant projet d'urbanisme jamais entrepris au pays. Au plan de la symbolique, évidemment, ça affirmait une transformation de Montréal qui, bien qu'elle ait perdu son rôle de métropole du Canada, était en voie de devenir une métropole internationale. Donc, il y avait là un enjeu important, une symbolique importante. Le projet est grandiose. Outre le gratte-ciel de verre et de métal de 45 étages, le complexe comprend une galerie marchande de 35 boutiques, des restaurants, une galerie d'observation, un stationnement souterrain de 1450 voitures et une place publique 7 fois plus grande que celle du Rockefeller Center de New York. Montréal pouvait, grâce à ce chantier mirobolant, rêver de s'illustrer comme une grande métropole internationale. Dans ce temps-là, c'était pas aussi occupé que ça l'est là, dans le moment. Là. Les édifices, il n'y avait quasiment pas aux alentours. Il n'y avait pas grand-chose. C'est cet édifice-là qui a remonté le centre-ville, disons. Prestigieux, je me demande si c'est un mot assez important pour donner le punch, parce que c'était une attraction touristique, c'était une attraction pour d'affaires. C'était un contrat comme il ne s'était jamais donné dans l'industrie de la construction à Montréal. Mais comment ces jeunes ingénieurs québécois, âgés à peine de 30 ans, s'y sont-ils pris pour maîtriser et réussir un tel tour de force technique et faire de la place Ville-Marie le phare architectural et technologique qui allait provoquer la transformation complète de Montréal? Il n'y a pas beaucoup de monde qui monte ici. Par beau temps, les 4 ampoules de 2500 watts du toit de la place Ville-Marie peuvent lancer des faisceaux de lumière qui peuvent être vus jusque dans les Laurentides. Les gyrophares tournent 24 heures par jour. Ils sont illuminés seulement à la brunante, aller jusqu'à 1 heure du matin, justement pour empêcher le miroir concave qui est situé à l'arrière de mettre le feu à la toiture. Contrairement à la croyance populaire, le gyrophare n'est pas à cette hauteur pour guider les avions de l'aéroport de Dorval. Il se veut un signe de fierté qui marque que ce gratte-ciel a déjà été le plus haut du Canada et du Commonwealth. L'emplacement actuel de la place Ville-Marie n'a pas toujours été au cœur du centre des affaires de la ville de Montréal. À l'époque, les affaires se brassent dans le Vieux-Montréal. Le site est un vaste quadrilatère qui appartient au chemin de fer canadien national que la gare côtoie juste ici, à côté. Ce terrain était surnommé le cratère ou le trou. Je me souviens quand on passait sur... c'était avant René Lévesque, c'était à Dorchester. Dorchester, je passais avec mes parents dans un auto. Là. On regardait le trou là, quand j'arrivais avec mes amis. Là. On parlait de ça. Juste de gros trous. Là. On était en train de bâtir de quoi là. C'était impressionnant. C'était assez spécial.
de la place Ville-Marie réalise un vieux projet des années 1920. Il faut se rappeler qu'à l'époque, dans les années 1910, on va percer un tunnel sous le Mont-Royal pour accéder au centre-ville et on envisage de construire une gare qui s'inspirait de la gare Grand Station de New York. On a l'ambition que Montréal, alors la métropole du Canada, joue le rôle d'un Manhattan du Nord. Aussi, on envisage de joindre à la gare un gratte-ciel. Mais la crise économique de 1929 oblige le CN à réévaluer ses plans. La gare centrale sera beaucoup plus modeste que ce à quoi on avait rêvé et le trou reste là. Et pendant plusieurs années, jusqu'au milieu des années 1950, autour de la gare centrale, on va avoir un gigantesque trou qui est le résultat de la construction du tunnel sous le Mont-Royal qui sortait du côté du centre-ville en tranchée. Au même moment, aux États-Unis, on vit en pleine folie des gratte-ciel. Plus de 50 villes ont déjà en chantier des tours à bureaux. Montréal hésite à emboîter le pas. Pendant plus de 40 ans, urbanistes, architectes, dirigeants d'entreprises, politiciens se sont évertués à imaginer toutes sortes de solutions pour combler ce trou entouré d'une ville et profond d'une quinzaine de mètres. Une horrible cicatrice. Donc, on avait démoli une partie des bâtiments du centre-ville pour aménager les approches ferroviaires à la gare et ce trou restait à boucher. La solution survient grâce à un ambitieux promoteur new-yorkais, William Bill Zickendorf. Il voit dans ce cratère une opportunité d'affaires inespérée, mais aussi l'occasion unique d'étendre l'influence de New York au nord de la frontière. William Zickendorf, c'est un promoteur de New York important qui a fait Montréal était très effervescent pour le développement à l'époque. En revanche, la place Ville-Marie, qui est pilotée par William Zickendorf de New York, marque aussi cette volonté de New York de garder la pôle première, de garder la tête du peloton des grandes métropoles. Zickendorf est avant tout un homme qui, comme il le dit lui-même, joue sa vie comme au Monopoly. Il veut damer le pion à sa rivale, Chicago. Il vient à Montréal pour rencontrer Donald Gordon, président du CN, qui accepte de lui céder son terrain à certaines conditions, dont celle qu'il y investisse de sa propre poche 250 000 $ dans la seule conception du projet. Vient de signer une entente avec la société Webernat du Canada pour le développement prochain de 4 acres et demi de sa propriété au centre de Montréal. Donc, Montréal devient en quelque sorte un territoire où s'exprime cette lutte entre une capitale confirmée, une métropole confirmée, en fait, et une métropole qui aspire à un meilleur statut que ce qu'elle avait déjà connu. Quelques mois plus tard, Zickendorf revient à Montréal présenter son concept à Gordon. Du jamais vu. Une tour de 40 étages qui se déploie sur 4 ailes géantes. La tour, selon le promoteur, changera non seulement la direction des vents, mais aussi des mentalités. L'idée séduit, le projet conquis. We have just signed an agreement looking to the early development of more than 4 acres of CNR property in downtown Montreal. This property flanks Place Ville-Marie, the new plaza being built by the CNR north of Dorchester Street. L'étroite rue Dorchester s'élargit en boulevard alors que du trou se lève un complexe architectural immense. Dès l'aube du 28 octobre 1958, les puissants marteaux-pilons s'attaquent aux plateformes de la gare souterraine du CN. On y enlève des tonnes de calcaire. Il faut trouver du solide. C'est un sol qui est relativement solide, mais qui a des zones de faiblesse intercalées entre les couches de roches. Par précaution, des sondages sont creusés jusqu'à 45 mètres de profondeur pour frapper la roche-mère, le continent.
Ce qu'on doit faire dans des situations comme celle-là, c'est bien sûr faire des forages. On a fait des forages sous chacun des empattements, sous les principales colonnes. Et ces forages ont servi à déterminer l'importance de la stratification du roc et pour éviter bien sûr des fissures qui auraient pu se tasser sous charge une fois l'édifice complété. La construction pouvait enfin commencer. Les premiers piliers de béton de 2 mètres carrés s'enfoncent dans le roc. Une base enfin stable pour asseoir la superstructure de 50 000 tonnes. Pour qu'un projet d'une telle envergure voie le jour, Zeckendorf s'associe à un jeune architecte d'à peine 40 ans, Yao Ming Pai de New York, qui a depuis réalisé la fameuse pyramide du Louvre, et un jeune urbaniste visionnaire, Vincent Ponte. À leur tour, ils recrutent une batterie d'ingénieurs et architectes québécois. J'étais au tout début de ma carrière à l'époque et j'ai été engagé par une firme de génie conseil de Montréal qui étaient les correspondants québécois des concepteurs américains de New York. Les grands chantiers de l'époque étaient encadrés par des firmes étrangères. Ici, pour la première fois, des ingénieurs québécois ont l'entière responsabilité d'exécuter les travaux. Quand on est jeune, c'est fascinant. C'était vraiment une occasion unique de s'impliquer dans quelque chose. Place Ville-Marie était quand même un des projets qui a lancé Montréal sur la scène internationale à une époque charnière dans l'évolution de la ville. Mais l'annonce de la construction de la place Ville-Marie cause une vive riposte de la part des entrepreneurs locaux. Il n'est pas question de laisser un étranger s'accaparer le marché immobilier du nouveau centre-ville de Montréal. D'autre part, il y a eu tous les effets d'entraînement parce que si le projet apparaissait exagéré dans ses dimensions, on a vite réalisé que le marché était en explosion et que d'autres grands promoteurs, d'autres grands propriétaires du centre-ville voudraient relever le défi et on a vu très rapidement se multiplier les projets de tours d'architecture moderne au centre-ville. Dans le sillon de la place Ville-Marie, 2 autres chantiers naissent aussitôt. L'édifice de la CIL et le siège social de la CIBC. Et à peine quelques temps plus tard, 3 autres tours s'ajoutent. Le château Champlain, la tour de la Bourse et la place Bonaventure. Le nouveau cœur économique de Montréal est en train de lever de terre. Dans les années 60, on voyait grand. Pas étonnant qu'entre le récent Reine-Élisabeth et le chic édifice de la Sun Life, la place Ville-Marie se devait d'être encore plus majestueuse, mais surtout plus imposante que son futur voisin, le siège de la Banque impériale de commerce du Canada, aussi en construction. La rumeur circulait que l'édifice de la CIBC serait le plus haut de Montréal. C'était à peu près à l'époque où il fallait décider de l'aménagement sur le toit ici, ce qu'on appelle l'observation, la galerie d'observation et le restaurant qui couronne la tour. Il fallait découvrir à quelle hauteur s'élèverait cette partie de la tour. Et pour le savoir, Zeckendorf était prêt à tout. À cette époque, le centre-ville de Montréal n'est ni plus ni moins qu'un vaste champ de bataille. Avec la poussée des gratte-ciels, chaque coin de rue a son chantier et les promoteurs immobiliers sont déterminés à être les premiers à conquérir le ciel de Montréal. Zeckendorf et la place Ville-Marie n'échappent pas à cette règle face à la tour de la CIBC qui s'érige à 2 pas. On s'est penché un petit peu sur essayer de savoir un peu davantage ce que nos amis sur Carré Dominion envisageaient de faire. Roger Nicolet s'est donc rendu carrément espionner ses collègues du chantier voisin. On a eu l'occasion à ce moment-là de faire une visite du chantier et
on a jeté un coup d'œil sur leur plan et c'est là qu'on a pu vérifier exactement quelle était la portée des ambitions de nos amis du Carré Dominion. Qu'à cela ne tienne, pour être sûr d'être le plus haut, Zeckendorf a longé l'ICO 3 étages additionnels au design initial. La crête de l'immeuble se dresse ainsi à peine à 8 mètres plus bas que le sommet du Mont-Royal. Zeckendorf voulait faire de la place Ville-Marie la tour Eiffel de Montréal, rien de moins. Et il y parviendra. Le chantier de la place Ville-Marie est spectaculaire. Une structure monstrueuse. 49 000 tonnes d'acier reliées par plus d'1 million d'écrous, 260 km de tuyauterie et plus de 1000 km de conduits électriques. Ceci sont les bobines originales de la place Ville-Marie lorsqu'elle a été construite en 1961. La plus large colonne de l'immeuble pèse plus d'1 tonne par pied linéaire, l'une des plus lourdes ayant jamais existé. Certaines colonnes peuvent supporter un poids de 6000 tonnes, car l'ampleur des défis technologiques découle de la forme plutôt rare de l'édifice. Finalement, la forme est très simple, c'est vertical, ça ne tient pas sur grand-chose, c'est dans les airs. Alors, le vent devient très important. C'est très simple. Le génie est souvent pas plus complexe que quelque chose de simple comme ça, mais ça devient très complexe quand on l'applique à quelque chose d'une très grande envergure. Ce bloc cruciforme avait été expérimenté par le promoteur de la place Ville-Marie, William Zeckendorf, à Pittsburgh. L'intérêt de cette forme-là, c'est que pour une superficie de plancher équivalente, on peut avoir beaucoup plus de superficie fenestrée que dans un rectangle ou dans un carré. L'occupation utile d'un bâtiment qui est destiné à des bureaux, il faut maximiser la fenestration pour bien sûr créer des espaces attrayants pour les locataires éventuels. Et finalement, la forme cruciforme est juste une façon d'optimiser le rapport fenestration par rapport à espace occupé. C'est assez impressionnant, même beaucoup impressionnant. Je cherchais un job, moi et mon cousin. On se promenait dans le centre-ville, mais qu'on a vu à Place Ville-Marie. On est rentré, on a fait une application. Le lendemain matin, on a commencé à travailler. J'ai commencé comme l'entretien, comme je disais, à ramasser des bottes de cigarettes sur la promenade. Ensuite de ça, j'ai été magasinier. Après ça, il y a eu une ouverture pour le lavage de vitres. J'ai fait l'application pour le lavage de vitres. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années, 10-12 ans. Le tour de l'édifice, ça prend, si on parle de 7 h le matin à 3 h 30, là, ça prend à peu près 2 semaines. Un petit peu plus que 2 semaines. 5 jours semaine. Au début, on ne sait pas à quoi s'attendre. On n'a jamais essayé la machine, mais un coup qu'on a embarqué sur la plateforme, qu'on a essayé 4-5 étages, là, ça se replace. Il y a des petits coups de temps en temps. Tu viens qu'à la longue, que tu sais que ces petits coups-là, c'est normal. Et dire que la rumeur urbaine a toujours véhiculé que la forme de l'édifice avait un lien avec les racines catholiques québécoises. Quant au nom, le maire Jean Drapeau a exigé qu'il soit en français. Le promoteur lui proposait Centre de la Réforme ou Place de la Renaissance. Mais Jean Drapeau, lui, avait une idée bien arrêtée. Place Ville-Marie, en l'honneur du premier nom de Montréal. Et c'est ainsi que la légende de la Croix était née. C'était quand même gigantesque comme superficie de plancher qu'on mettait sur le marché. C'est une décision architecturale, bien sûr, mais il faut bien comprendre que
Le parti architectural est un reflet d'une commande du maître d'œuvre, c'est-à-dire du promoteur qui est responsable de la réalisation. Et le mandat qui avait été donné aux architectes était de créer des superficies de plancher importantes. On parle de 40 000 pieds carrés par étage ici à Place Ville-Marie, ce qui ne s'était pas réalisé à Montréal avant. Zeckendorf avait lancé le pari insensé que le marché immobilier du centre-ville pouvait absorber autant d'espace à bureaux. Les besoins de Montréal se chiffraient alors à 250 000 pieds carrés. Il en offrait 1,5 million. Ce qu'on n'avait pas anticipé par ailleurs, c'était l'effet d'entraînement que Place Ville-Marie aurait, parce que par mimétisme, beaucoup d'autres entreprises, notamment de grandes banques, ont voulu relever le défi qui était lancé par William Zeckendorf et par la Banque Royale, qui était un des principaux locataires de cet édifice-là. La question est maintenant sur toutes les lèvres. Qui va occuper l'édifice? Dès 1958, sur l'invitation pressante de Zeckendorf lui-même, la Banque royale du Canada fait part de son intention d'y déménager son siège social. Elle réserve 20% d'édifice pour un bail de 99 ans. 3 conditions. D'abord, modifier les plans originaux en ajoutant des halls d'entrée, soit 4 énormes quadrants aux angles de la croix. En être propriétaire à la fin du bail. Et enfin, apporter dans ses bagages le gyrophare alors installé aux 4 coins du toit de la Banque du Vieux-Montréal. Quelques semaines plus tard, c'est Alcan qui veut recouvrir les murs extérieurs de son aluminium et qui négocie 6 étages. Alcan, qui assez rapidement est devenu un des locataires importants du projet, a influencé le choix de l'aluminium comme matériau pour le mur rideau. Parce que c'était une façon pour Alcan d'afficher ses produits et associer ça à des espaces qui étaient occupés par son siège social à l'époque. L'assemblage de la tour, qui recouvrait déjà un tunnel ferroviaire et des étages de boutiques, réservait son lot de surprises. Je pense que c'était quand même fondé sur une expérience new-yorkaise en particulier. Les concepteurs étaient tous de New York, alors à première vue, il n'y avait pas de raison d'appréhender des difficultés particulières. Il est évident que la géométrie même du bâtiment était inusitée et que tout ça a soulevé un certain nombre de questions qui se sont précisées en cours de déroulement de la conception et de la construction du projet. Sur les assises de béton, on installe un grillage de 10 poutres en double T, en parallèle et entrecroisées par des poutres. Sur les grillages, une autre série de billettes d'acier de 16 tonnes sert à prévenir le jeu de la dilatation de l'imposante structure. Ce bâtiment se distingue par une caractéristique découle de cette forme même, c'est à savoir que toute la résistance en torsion est concentrée au centre du bâtiment, à l'intersection des ailes. Au rythme effarant de 2 étages par semaine, la construction va bon train. Mais on n'avait pas prévu que la configuration particulière de l'édifice rendait le bâtiment très fragile. Il a fallu prendre toutes sortes de dispositions pour rigidifier cette structure et la rendre sécuritaire. Il faut dire que Place Ville-Marie, c'est quasiment 4 petits tours qui sont autour d'un noyau de base de concept qui est très intéressant. Fait que toute la force des vents devient très importante. Il faut d'abord, bien sûr, comme partout ailleurs, tenir compte des charges mortes et des charges vives. Les charges mortes, c'est le poids de l'édifice, alors que les charges vives, c'est le poids des gens qui l'habitent. Un édifice peut supporter sans risque l'équivalent de son propre poids. Mais la configuration spéciale de la Place Ville-Marie chambardait l'équation. Le client voulait des espaces de bureau avec un minimum de colonnes. Donc les colonnes que vous voyez ici sont importantes tout simplement parce qu'elles supportent des superficies de plancher importantes.
Pour ce qui était des autres charges qu'il faut prévoir, ce sont bien sûr le vent, qui est une considération partout, tout projet de construction d'importance. À cette époque, on commence à s'intéresser au risque de tremblement de terre. La place Ville-Marie a encore innové en étant l'un des premiers édifices au pays conçus pour résister aux secousses sismiques. Et c'est dans cette perspective de charge horizontale que toute la problématique de la stabilité devient importante parce qu'il faut bien sûr sécuriser le bâtiment dans toutes circonstances. Le premier morceau du casse-tête tombe dramatiquement. En suivant les plans et devis à la lettre, les ingénieurs se rendent compte que la tour devient de plus en plus instable, dangereusement instable. Il fallait corriger le tir, et vite. Les architectes et les ingénieurs se doutaient qu'un gratte-ciel de la dimension de la place Ville-Marie entraînerait son lot de défis technologiques. Mais jamais on n'aurait cru être confronté au phénomène que redoutent tous ceux qui conçoivent sur de telles structures en hauteur, le flambage. Le flambage, c'est une instabilité en compression, c'est-à-dire que quand on a un élément vertical qui est surchargé, l'effondrement se fait soudainement par une instabilité de la colonne qui fléchit, et, évidemment jusqu'à effondrement. C'est le même phénomène qui a causé l'effondrement des tours du World Trade Center de New York en septembre 2001. Si on n'avait pas revu rapidement les plans de la place Ville-Marie, la tour se serait-elle affaissée sur elle-même? Il faut assurer tout élément, toute colonne pour éviter ce type de rupture ou de dommage. Pour éviter l'écroulement de l'immeuble en construction, Roger Nicolet retourne à sa table à dessin et se retrouve face à des centaines d'équations, tâche impossible à mémoriser pour les ordinateurs des années 60. Pour avoir un ordinateur d'importance suffisante pour traiter l'ensemble des données qu'il fallait analyser, nous avons dû nous rendre à Washington. Et on faisait le voyage entre Montréal et Washington avec des paquets de cartes perforées qu'on alimentait là-bas à Washington pour avoir des résultats qu'il nous fallait. Avant que les forces de la nature se déchaînent, il fallait imaginer une solution avec ce qu'on avait sous la main. Les 8 cages d'ascenseur représentaient la colonne vertébrale du noyau central. Immédiatement, on a renforcé les cages d'une imposante enveloppe de béton. C'est une considération de dimensionnement d'une structure dont il faut tenir compte. Ça faisait partie des défis de cette réalisation qui se sont éclairés ou qui se sont précisés en cours d'analyse. Aujourd'hui, les 4 ascenseurs ultramodernes franchissent les 45 étages de la place Ville-Marie en 35 secondes. OK. Maintenant, ce que vous avez, c'est des contrôleurs qui sont à base de microprocesseurs. Vous avez tout l'équipement que vous voyez ici, des cartes électroniques que vous avez dans le contrôle et qui fait fonctionner l'ascenseur. Les 4 ascenseurs sont reliés par un système informatique complexe. Le temps d'attente est à peine de 5 secondes. À la place Ville-Marie, tout est démesuré. Nathalie Gagné se souvient encore de sa première journée de travail. Très, très, très angoissant. Je vais-tu me rappeler des étages? Je vais-tu me rappeler les noms des compagnies? Est-ce que je vais me tromper en donnant l'information? Mais au fil du temps, j'ai pris de l'assurance, puis je me donnais des défis. J'allais me promener ces étages. OK, à tel étage, il y a telle compagnie. Je descendais l'étage. Ah, j'ai oublié celle-là. Je me donnais des défis comme ça dans tous les étages. Puis aujourd'hui, je pense que je connais ma place Ville-Marie. 18 000 personnes travaillent chaque jour à la place Ville-Marie, ce qui est en fait beaucoup plus que dans bien des municipalités au Québec. Avec ses 115 caméras disséminées un peu partout, la tour est en somme une petite ville sous haute surveillance. À plusieurs reprises, le système de surveillance de la place Ville-Marie a permis de localiser puis d'intercepter des individus au comportement suspect.
Au niveau des anecdotes drôles, on en a beaucoup, mais un qui m'a vraiment marqué, m'a fait rire, c'était au niveau de notre fontaine à l'extérieur. On a souvent des itinérants qui viennent prendre leur bain. Donc à ce moment-là, on intervient en conséquence en leur expliquant que c'est pas un bain public, tout simplement. D'autres fois, c'est des locataires qui nous appellent au niveau des boutiques pour nous signaler des gens suspects sur les lieux. Nous, on les prend en filature visuelle et on attend qu'ils commettent un délit quelconque pour pouvoir intervenir. Mais comment le système de surveillance se comporte-t-il quand vient le temps de regarder dans la cour du voisin? Au niveau du Queen Elizabeth, on a mis un blocage sur certaines images de certaines caméras extérieures pour empêcher justement les gens du centre des opérations d'observer la clientèle de l'hôtel, si on veut, dans les chambres, étant donné que nos caméras sont très puissantes et ont des zooms très puissants. Il y a encore une autre particularité à la place Ville-Marie. Le système de chauffage et de climatisation, qui peut alimenter jusqu'à 800 résidences et produire 12 millions de livres de glace par jour, n'est pas situé dans ses sous-sols. Bien, ici, à la centrale thermique CCUM, nous avons 4 chaudières à vapeur haute pression. Ces chaudières, à l'aide de carburant, donc soit du gaz naturel ou soit du mazout lourd, chauffent l'eau qui fait de la vapeur, qui est acheminée par conduite jusqu'à plusieurs édifices du centre-ville. La chaleur produite est dirigée par un vaste réseau de tuyaux jusqu'à la place Ville-Marie, mais aussi vers d'autres édifices dans l'arrondissement de la Tour. À son apogée, 1200 ouvriers de plus de 50 corps de métier mettent la main au chantier. Gavin Affleck a grandi avec eux. Moi, j'étais impliqué comme un petit gars de 4 ans. Là. Son père, Ray Affleck, a été l'architecte responsable de la plaza de la place Ville-Marie, l'embryon du renommé Montréal souterrain. Le concept un peu des rues intérieures, d'un genre de ville intérieure avec des quadrilatères qui sont comme une ville extérieure, a développé à cause de l'ampleur de terrain. Et puis c'est devenu, je crois pas à l'époque qu'ils voyaient le potentiel à long terme, mais c'est devenu comme, disons, un bijou, un atout caché du projet. Zeckendorf avait une idée en tête, bâtir une ville à l'intérieur même de la ville. A city within a city, disait-il. C'est courant en architecture. On est souvent mis devant des situations où on découvre des choses ou un potentiel, puis ça devient quelque chose après. Le tour puis le plaza, par exemple, c'est plutôt un concept qui existait déjà à New York, qui était importé. C'était déjà testé à New York, c'était vraiment comme une formule appliquée. Mais le souterrain, c'était comme une réaction, une réponse à Montréal, l'hiver, le terrain, la géographie. Absente des plans originaux, la galerie souterraine s'est imposée à cause du lien piétonnier. On devait unir la place Ville-Marie à l'hôtel Reine-Élisabeth et à la gare centrale, de l'autre côté du boulevard, ce qu'on ne pouvait parcourir que par un passage sous terre. Ce qui a amené le mail commercial de 14 000 mètres carrés sous la place Ville-Marie. Une première. C'est évident que la ville souterraine, c'est en fait le plus complexe à construire parce que quand on est dans la terre, on est dans toutes les infrastructures urbaines aussi. Donc, tous les autres projets qui ont suivi aussi, pour le souterrain, on a le métro, on a les égouts, on a l'électricité, on a tout qu'il faut coordonner. Alors, c'est devenu comme une expertise de leur firme, évidemment, parce qu'ils étaient capables d'attaquer à tous les problèmes techniques, toute l'infrastructure, en même temps de faire des plans cohérents. On croise des touristes qui vous demandent où est la ville souterraine aujourd'hui. Au-delà du mythe et des clichés qui fascinent les touristes, la ville intérieure a des facettes inconnues. Jack Rosenthal y a son commerce depuis l'ouverture de la place Ville-Marie en 1962. Si vous regardez autour de vous, il y a aujourd'hui des tunnels qui lient toutes les gratte-ciels de Montréal. C'est la place Ville-Marie qui a commencé en donnant l'appui, parce que les autres édifices
étaient à part, mais très rapidement, ils sentaient la nécessité d'être connectés avec la place Ville-Marie. Alors aujourd'hui, le monde vient à travers le monde pour visiter la Underground City, comme on dit ça. Pour moi, la chose qui le distingue plus qu'autre chose, c'est le fait que le commerce, la symbolique, la technique sont croisés tous à leur plus haut niveau. Puis c'est rare que ça arrive en architecture, que le commerce peut vraiment faire de l'art ou que la technique peut vraiment être à la service de la symbolique. C'était vraiment comme une belle époque pour ça. Puis ça n'arrive pas souvent. Tout a débuté avec la place Ville-Marie, avec son ouverture en 62. Par la suite, en 66, est arrivé le métro, l'ouverture du métro. Et donc, ça a coïncidé évidemment avec l'arrivée de grands événements comme l'Expo 67. Donc, s'est ajouté la Tour de la Bourse, la place Bonaventure et la place du Canada. Donc, a commencé à se ramifier autour des stations de métro et de ce premier noyau qui était la place Ville-Marie et la gare centrale, plusieurs autres bâtiments. C'est tout de suite avec le commencement du métro. On allait à la place Ville-Marie sous terre. Mais après ça, tout s'est construit. Le tunnel là, qui amène maintenant de McGill jusqu'à la place Ville-Marie. Le réseau piétonnier compte aujourd'hui 32 km et plus de 62 bâtiments sont reliés entre eux. C'est unique au monde, tant par sa largeur et sa longueur que par sa diversité architecturale. Et grâce à la place Ville-Marie, Montréal a innové. Il y a effectivement beaucoup d'expérimentation et notamment le développement de la ville intérieure. On connaissait les complexes multifonctionnels dès les années 1920-1930. Le Rockefeller Center à New York est un des grands exemples, mais il en reste pas moins qu'à Montréal, ça va prendre une envergure qui n'est pas nécessairement planifiée, mais qu'on avait connue nulle part ailleurs. Voyager sous terre, là, c'est incroyable. Oui. On y pense, là. On est allé à Haïti une année, puis on avait apporté des photos de port de mer. Et puis on montrait ça. On était au-dessus de l'eau. Sous l'eau, tu sais, dans le métro. On disait, on est sous l'eau dans le métro. Ils n'en revenaient pas de ça, là-bas. De voir qu'on pouvait voyager, puis il y avait de l'eau au-dessus de notre tête. Le maillon faible du complexe reste encore maintenant la place publique. Coincée entre le boulevard René-Lévesque et presque invisible aux piétons de la rue Sainte-Catherine, la plaza est peu fréquentée. Victime en plus d'un microclimat, elle est balayée en permanence par de très forts vents. On a même vu, avec les années, changer le sapin de Noël naturel, car le vent éparpillait les boules et ornements jusqu'au boulevard. Je crois que mon père, certainement, n'était jamais vraiment content de la plaza. Il trouvait que la plaza, la racine historique de la plaza, c'est New York, le tour de New York sur la plaza. Puis avant ça, la racine de la plaza, c'est un peu l'Italie ou la piazza. Mais dans tout cette genre d'historique de d'où vient l'idée, c'est pas vraiment approprié à Montréal. Il était jamais... De toute façon, ça, c'était pas son concept. À chaque étape de sa construction, la place Ville-Marie étourdie par son audace, mais surtout par ses transferts techniques. Les murs rideaux d'aluminium et de verre sont fabriqués et testés au Québec dans les laboratoires d'Alcan. Ces murs sont la deuxième peau du gratte-ciel et c'est toujours l'image qui différencie la place Ville-Marie dans le paysage de Montréal. Le mur rideau, c'est vraiment le concept d'un écran de pluie ou un morceau qui est comme attaché à la squelette, qui n'est pas structural, qui laisse passer l'eau, qui respire. Puis précédemment, c'était nouveau dans les années 60. Ça n'existait pas avant. À l'époque, il faisait juste une seule vitre. Depuis, c'est remplacé, c'est doublé le vitrage. Et on a fait beaucoup plus que doubler le vitrage. En 1987, on a entrepris de changer toutes les fenêtres afin d'économiser l'énergie. Une préoccupation pas très à la mode en 1962. Le coût de cette rénovation, 100 millions de dollars.
c'est-à-dire le coût total de l'édifice, en 1962. On finit l'observatoire du dernier étage à l'altitude 737, soit à 737 mètres au-dessus du niveau de la mer, en se préparant à la fête du 13 septembre 62, quand les 7 acres formant Place Ville-Marie sont officiellement inaugurés. Jack Rosenthal était là et a tout filmé. Tout le monde était VIP, OK? Et je rappelle, M. Bill Zeckendorf disait, The day of the free lunch is over. Maintenant, il faut payer pour ce que vous avez ici. Il faut travailler. On avait nos rêves. Maintenant, il faut réaliser les rêves en travaillant fort. Bon, c'était bien sûr un moment de célébration et nous avons tous partagé cette journée-là avec une certaine note d'enthousiasme, je peux vous assurer, oui. C'était très excitant parce que d'un côté, les ouvriers qui finissaient le bâtisse sortaient au même temps que les meubles arrivaient. Et on avait des camions qui arrivaient et qui quittaient et il n'y avait aucune idée comment est-ce qu'on rentre dans un édifice de 44 étages. Il y avait des escaliers qui fonctionnaient, mais tout était lisse et smooth. C'était splendide. Montréal compte aujourd'hui plusieurs édifices à bureaux plus élevés que la place Ville-Marie, comme le 1000 de la Gauchetière et le 1250 du boulevard René-Lévesque, dont l'antenne pointe jusqu'à 237 mètres. Mais aucun n'a encore surpassé le prestige de la Grande Dame. Yvon Meunier a toutes les raisons de se sentir chez lui à la place Ville-Marie. Il y travaille depuis l'âge de 17 ans. Bien, voilà dessus, prendre un gros bac à recyclage, aller mener ça au 24e étage chez Ernst & Young, s'il vous plaît. Ils ont besoin de ça. À un moment donné, que je m'ai dit à moi-même, quand je regardais mon contremaître nous envoyer travailler le matin, je m'ai dit à un moment donné qu'un jour, je vais être là sur ce banc-là. Comme de fait, aujourd'hui, c'est arrivé. On se sent un peu chez soi. Aussi ténue que soit la logique qui sous-tend ce sentiment. Ces bâtiments revêtent une vie propre, les gens qui les occupent les transforment. Et puis, mais je crois que le jugement qu'on peut rendre aujourd'hui, c'est que ce bâtiment a bien vieilli. Il ne marque pas son âge. Ça a été une affirmation d'une transformation assez importante du centre-ville de Montréal, de la façon de concevoir un centre-ville dans une métropole qui passe carrément du côté de l'économie du savoir, d'une économie fortement tertiarisée. Au plan d'architecture aussi, il y a là une qualité architecturale qui est assez remarquable et qui a mis la barre assez haute pour plusieurs autres projets subséquents. Au-delà de la tour cruciforme qui compose la phase initiale du projet, 3 autres immeubles complètent le complexe immobilier de la place Ville-Marie. Ils sont inaugurés en 62, 65 et 66. À la même époque, se sont réalisés quand même une série de bâtiments très importants pour la ville de Montréal. Et je pense que l'autre élément qui, au point de vue urbanisme, doit être indiqué, c'est que Montréal a véritablement déplacé le centre-ville, le centre des affaires du bas de la ville, ici au boulevard René-Lévesque. Je crois que la place Ville-Marie était un vrai carrefour de gens qui disaient que c'est le cœur de Montréal et que nous voulons travailler ensemble
au lieu d'avoir, les gens francophones vont travailler dans l'Est et les Anglos dans l'Ouest de Montréal, pas du tout. C'était une vraie fusion. C'est des travaux d'équipe aussi. Hein. Il faut dire qu'il faut avoir un promoteur qui a beaucoup de vision aussi, beaucoup d'argent, puis prêt à l'investir. Ça, c'est existé, M. Zeckendorf. Il faut que le gouvernement soit prêt à embarquer. Il faut avoir des architectes créateurs, c'est certain, mais les architectes, on a besoin de ces autres joueurs aussi. Le dernier 1 550 000 boulons, il l'a présenté au dernier érecteur. Le petit gars avait 29 ans. Le dernier érecteur qui a installé le dernier boulon de la place du Barry à l'altitude 737. Aujourd'hui, on ne saurait imaginer Montréal sans la place Ville-Marie. Mais le rêve d'un promoteur visionnaire, conjugué au talent exceptionnel de jeunes ingénieurs québécois, ont permis au Québec de faire une entrée remarquée dans l'ère moderne et d'être depuis le phare de toute une génération, de toute une métropole. Dans le